Vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Ça signifie espagnol, ou plus généralement péninsule ibérique. L'Espagne, les Juifs ont dû la quitter pour s'exiler au Maghreb. Ils y ont rejoint d'autres Juifs installés là depuis des siècles. Et c'est cette histoire multiculturelle, cette histoire heureuse jusqu'au milieu du XXe siècle que nous allons revisiter aujourd'hui au Maroc et en Tunisie. Alors pour le Maroc, nous irons à Essaouira, mais tout de suite, je vous propose de rejoindre l'une des communautés juives les plus anciennes du monde arabe, celle de Djerba. Vous chantez avec moi? Une chanson d'amour en arabe, des hommes et des femmes qui dansent. C'est en Tunisie, sur l'île envoûtante de Djerba, que se déroule cette cérémonie étonnante. Un moment de pure allégresse et de bonheur partagé pour une fête pourtant bien religieuse. À Djerba, tous les ans a lieu ce pèlerinage haut en couleurs dans l'un des tout premiers berceaux du judaïsme du monde arabe, à la synagogue de la Riba. On raconte qu'ici, la présence juive remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ, au lendemain de la destruction du temple de Jérusalem. Les Juifs tunisiens sont les descendants de vagues de migration ayant suivi les guerres judéo-romaines, de tribus berbères judaïsées, mais aussi des séfarades chassés de la péninsule ibérique au moment de la Reconquête. Au centre du monde méditerranéen, ce pays a brassé tous les peuples de cette mer du Sud. Et c'est tout naturellement que les trois religions du livre s'y sont mêlées. Vers 1950, on estime que les Juifs de Tunisie sont au nombre de 100 000. Mais en 3/4 de siècle, la colonisation française, la création de l'État d'Israël et la décolonisation vont disperser et éloigner à jamais de leurs terres la majeure partie de ces Tunisiens. Leur présence ici, durant près de 3000 ans, est un élément fondamental de l'histoire et de la culture tunisienne. Au milieu du XIXe siècle, c'est à Tunis que la communauté est la plus nombreuse. Elle habite la Hara, leur quartier dans la Médina. Dans la deuxième moitié du siècle, ils commencent à sortir de la vieille ville pour s'installer peu à peu dans la ville européenne qui prend son essor avec l'instauration du protectorat français en 1881. À 2 pas de la célèbre avenue Bourguiba, dans le quartier Lafayette, se dresse encore une synagogue monumentale. Il y en avait une quarantaine peut-être de synagogues dans la Médina, mais ils voulaient construire une dans la ville européenne où une grande population juive a émigré de la Médina vers le quartier européen. Et la communauté juive s'est énormément installée dans ce quartier, dans le quartier de Lafayette. Et donc elle commence à construire cette synagogue à partir de 1930 et elle est inaugurée en 1937. En 1942, elle a dû être fermée parce que les Allemands avaient occupé la Tunisie. C'est une partie de l'histoire qu'on oublie, mais il y a eu des lois anti-juives et ils ont aussi fermé la synagogue, ils ont pris tout le mobilier qu'il y avait à l'intérieur, etc. La grande synagogue de Tunis est ouverte tous les jours. Conçue par l'architecte né en Tunisie, Victor Valenzi, c'est un monument particulièrement original. On a l'impression qu'en rentre dedans, il y a un mélange de mosquée et d'église. On a le dôme qui ressemble énormément à une mosquée. On a les vitraux qui rappellent l'église. Et c'est une synagogue. Donc c'est bien d'avoir aussi toutes les cultures à l'intérieur de cette synagogue. C'est quand même important pour nous de faire vivre cette grande synagogue à l'intérieur de Tunis, qui faire durer notre histoire ici.
suis né ici. Bon, je suis parti à un moment pour faire mes études à l'étranger, mais je suis revenu. Mais voilà, c'est toute mon enfance. Quand on me dit de quel quartier tu viens de Tunis, je dis Lafayette. Les habitants de Lafayette ont conscience du passé cosmopolite de leur quartier, où vivaient aussi beaucoup de catholiques, français et italiens. Jusque dans les années 50, la ville abritait une centaine de petites synagogues privées. Par manque de pratiquants, elles ont fermé les unes après les autres. À quelques pas de la grande synagogue, un dernier boucher cachère reste ouvert. Et non loin de Lafayette, dans le quartier du Passage, se trouve le tombeau d'un illustre rabbin du XVIIIe siècle, d'origine marocaine, Messaoud Raphaël El Fassi. Donc il a émigré en Tunisie, il est décédé ici. C'est un rabbin qui est vénéré, qui est pèleriné chaque année. Et sa tombe se trouve en fait à l'extérieur de la Médina, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de ville européenne. Donc il se trouvait en pleine campagne à l'époque. Ensuite, quand il y a eu la construction de la ville, il s'est retrouvé entre les immeubles et comme c'était un saint, ils n'ont pas détruit sa tombe, ils l'ont gardé. Donc en plein milieu de la ville de Tunis, on trouve aujourd'hui plusieurs tombes de rabbins du XVIIIe siècle qui sont enterrés ici. Loin de l'agitation de la capitale tunisienne, entre le front de mer et le lac, l'ancien village de pêcheurs de la Goulette était un havre pour la communauté juive de Tunis. Les Tunisois venaient très souvent en été passer leurs 2 mois d'été. On disait qu'ils montaient à la Goulette. Et il y avait aussi une communauté juive qui était basée à la Goulette. Il y avait une dizaine de synagogues qui se remplissaient encore plus pendant l'été. Ici régnait une véritable douceur de vivre. C'était aussi une île de mixité religieuse, comme le raconte le film franco-tunisien Un été à la Goulette. Cet esprit de quartier convivial et chaleureux perdure, en particulier en été, où les restaurants de poissons ne désemplissent pas. À l'époque, il y avait énormément de restaurants cachers dans cette rue. Je suis né assez tard, donc j'ai pas pu assister, mais je me rappelle, il y en avait au moins 2. Mais par contre, je sais qu'il y a quelqu'un qui ouvre cet été un restaurant cachère pour la période estivale, pour 2-3 mois. Donc on lui souhaite de réussir. La grande majorité des Tunisiens sont musulmans et les Juifs ne représentent plus qu'une toute petite minorité. On la trouve essentiellement au sud du pays, sur l'île de Djerba, où la communauté compte près de 2000 personnes. Djerba a 2 quartiers juifs. Le plus important, la Grande Hara, le grand quartier, se trouve à Oumtsouk, la capitale de l'île. Ici, il y a tous les souks rassemblés, parce que c'est la plus grande agglomération. Le port et la mer se trouvent à peine 500 ou 700 mètres d'ici. J'habite avec ma famille dans la Grande Hara. C'est à 1 kilomètre d'ici. Tous les jours, je viens travailler au souk, soit à pied, soit en mobilette ou à vélo. C'est tout près. Le marché aux poissons, c'est vraiment une particularité de Djerba. Le poisson est vendu aux enchères. On peut voir comment ils donnent un prix de départ et puis chacun monte le prix, de 100 millim à 200, 300, jusqu'à ce qu'on arrive au prix auquel le client prend son poisson, le paie et rentre avec. Dans le souk, les Juifs djerbiens étaient menuisiers, tailleurs, forgerons ou commerçants. Leur nom de famille était d'ailleurs bien souvent lié à leur métier. Aujourd'hui, ils travaillent essentiellement comme bijoutiers. Nous sommes ici dans le souk des bijoutiers. Il y a environ 40 boutiques de bijoutiers, mélangées entre juifs et musulmans. Ça fait 9 ans que je travaille dans cette boutique. Mon frère était là avant moi, 3-4 ans avant. Dans la famille, de père en fils, on a toujours travaillé l'argent, toujours été artisan. Nous sommes tous les deux les premiers dans la famille à devenir des commerçants, à vendre dans le souk. Ça, c'est mon père. 1988. 1988, la photo. C'est dans Son atelier. Son atelier.
Dans l'intérieur des terres, dans la petite Hara, le petit quartier, se trouve la célèbre synagogue de la Riba. Tous les ans, le 33e jour après Pâques, on fête l'Ag Baomer. Des dizaines de fidèles se rassemblent pour le fameux pèlerinage. On sort alors d'une période de deuil et les festivités peuvent redémarrer. Dans une atmosphère animée, on prie et on célèbre la mémoire d'un grand rabbin. Beaucoup de pèlerins font le voyage depuis l'étranger et musulmans comme chrétiens aiment venir se mêler à la joyeuse assistance. Djerba est, je dirais, le dernier endroit de la planète à avoir justement ce mix entre les juifs et les musulmans. Les juifs sont assez religieux, mais les enfants vont dans les écoles arabes, apprennent l'hébreu dans d'autres écoles, mais ils sont extrêmement intégrés. Je crois qu'ils n'ont pas été soumis comme nous autres, dans les autres villes de Tunisie, au protectorat français et à la culture française. Donc en fait, ils ne parlent pas le français, ils parlent arabe, judéo-arabe. Donc c'est un lieu en fait de coexistence, de religion, tout le monde y croit. Je suis moi-même venue cette année avec une de mes très bonnes amies musulmanes, mais il y a aussi une forme de spiritualité qui est importante, parce qu'il ne faut pas l'oublier, au-delà de la fête et du folklore, on célèbre aujourd'hui une fête religieuse. On enlève ses chaussures, on rentre et puis c'est là qu'on commence à faire ses vœux en allumant des bougies. La tradition veut aussi qu'il existe une grotte et dans laquelle en fait on va entreposer des œufs sur lesquels on va écrire nos vœux. L'œuf parce que c'est le signe de la fécondité. Donc lorsqu'on veut avoir un enfant ou se marier, on va poser son œuf dans la grotte de la synagogue de la Riba et en principe les vœux s'exaucent. Voilà. Et puis évidemment on allume des bougies, je les éteins tout seul. Selon la légende, après la prise de Jérusalem et l'incendie du temple de Salomon en 586 avant Jésus-Christ, des prêtres auraient emporté à Djerba un élément du temple et l'auraient inséré dans cette synagogue. C'est cette pierre-là, incorporée à l'une des voûtes, que viennent découvrir les pèlerins à la Riba. Ils viennent aussi écouter les nombreuses légendes qui se racontent ici, à commencer par l'origine du nom de la synagogue. Chacun a sa version. Moi, la version que j'aime bien, c'est que, en fait, on l'appelle la Riba parce que il y avait eu en fait un grand incendie ici, sur cette colline, et tout a brûlé. Et après l'incendie, on est arrivé, et puis en fait, on a trouvé le corps d'une femme magnifique, très belle, mais elle était intacte. Et pour tout le monde, en fait, c'était un mystère, et on avait trouvé ça très, très étrange. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée la Riba, c'est-à-dire l'étrange. Voilà.